Est-ce que ça vous dit qu'on refasse ensemble le voyage Paris-Nancy en train, avec deux choses bizarres? Ce voyage, je l'ai fait pendant 2 ans, une fois tous les jeudis, de Paris à Nancy, mais c'était dans les années 1998-2000, quelquefois accompagné d'un photographe, Jérôme Schlomoff. Au bout du compte, nous attendait un atelier avec les sans-abri de Nancy. Je pense que ça devait travailler pas mal la tête. C'est une géographie que je connaissais pas du tout. Et c'est seulement petit à petit, à force de voir, d'entrer dans les villes, avec les ralentis du train, avec les haltes, avec ces choses qui surgissaient, que j'ai commencé à prendre des notes, que c'est devenu un livre, Paysage Faire, et que 2 ans plus tard, on refaisait ce voyage en train avec un réalisateur, Fabrice Cazeneuve, un opérateur image, Pierre Bourgeois, et qu'au retour, on louait une voiture à Nancy et on s'arrêtait dans ces endroits-là. Google Street View, le premier paradoxe, c'est que le train, on voit toujours les villes par l'arrière. On voit les usines, parce que les usines, le train leur sert un petit peu de ventre, d'intestin, d'avaloir. En même temps, au contraire, les routes qui passent devant ne voient jamais que le portail. Donc on a affaire à deux visions complètement contraires du monde. On y va. Pour moi, le voyage commençait jamais vraiment à Paris. Le temps de se réveiller, on était déjà à Épernay. Épernay, c'est un petit peu curieux quand on arrive parce que c'est un endroit où la région parisienne envoie se faire réparer tous ces trains brûlés, abîmés. Et donc, tout d'un coup, on entre dans une espèce de cimetière de vieux trains morts. Épernay, vue archétype de ces voyages en hiver, de la brume, des toits d'usine, une perspective droite, comme si la voie ferrée déterminait toujours un horizon et la possibilité de glisser directement vers l'horizon. Épernay, c'est aussi ce bâtiment avec les restes d'empire, les noms Alger, Tunis, tout partout où on envoyait du champagne. Le train, pour moi, a toujours été quelque chose comme ça de l'ordre du rêve. Quelque chose qui provoque le rêve ou qui fait que tout d'un coup, on reconnaît son propre rêve et puis ça file, jamais moyen de le retenir. Paysage, archétype. La gare, c'est partout au monde ces choses incongrues, cette tour en ferraille avec ses probablement des projecteurs tout en haut, des grillages parce qu'on n'a pas le droit d'entrer. La ville, mais la ville toujours un petit peu loin. Et pourtant, précisément, les signes de la ville, parce qu'ils deviennent eux aussi vision, nous révèlent la ville par le regard qu'on en vole. Ce qui est étrange aussi dans le train, c'est en quoi la durée de vie longue, en quoi la lenteur des choses, par leur solidité même, contribue à nous faire presque changer d'époque. Les bâtiments industriels, la façon dont, dans la mesure où le paysage s'étend, l'échelle des bâtiments s'étend. Ce changement d'échelle, dans la peinture américaine, par exemple, Charles Schiller, encore plus que Edward Hopper, ça a toujours été considéré comme faisant partie de notre rapport au monde, comme partie d'une esthétique aussi, une esthétique fonctionnelle, mais qui, précisément parce que fonctionnelle, est peut-être plus proche de son instance de nécessité. Cette échelle à escalader le ciel. J'ai toujours eu l'impression d'une beauté particulière à ces paysages, parce qu'ils m'enseignent la géométrie, une géométrie dont j'ai besoin pour la phrase et l'écriture. Le voyage, pour moi, commençait toujours à Vitry-le-François, une ville dont je n'avais jamais entendu parler avant. Quand on arrive, ce qui est frappant depuis le train, mais qu'on ne peut pas voir en voiture, c'est qu'on entre par le cimetière. C'est très fréquent d'ailleurs que les cimetières soient le long des voies ferrées, parce que les voies ferrées sont dans des lieux un petit peu abandonnés, un petit peu où l'espace est resté libre. Les allées du cimetière correspondent exactement
aux portes d'entrée des immeubles derrière. Pour le film, on a pris au hasard une de ces cages d'escalier, on est monté au 4e étage et on est redescendu d'appartement à appartement. Et croyez-le si vous voulez, la première personne qui nous a ouvert sa porte a porté le même nom que le réalisateur du film, Cazeneuve, sans faire exprès. Ce que j'aime bien dans Google Street View, c'est comment la cassure même de l'image n'est pas incompatible avec notre sensation qu'on a affaire au réel. Si vous regardez ici, on a une zone comme ça, floue parce que c'est toujours l'endroit où la caméra tournante de la voiture se raccorde. On a les déformations dues et au mouvement de la voiture et au grand angle de l'objectif. Et puis les algorithmes de Google jouent toujours. Par exemple, les visages sont floutés. Mais qu'est-ce que ça peut faire ici que des visages soient floutés, puisque c'est précisément des visages préparés pour une publicité. Niglo Land, ils ont aimé, vous allez adorer. Et qu'est-ce qu'il y a derrière l'image? Les voies ferrées, le cimetière. Le même carrefour. Et là encore, affichage libre, comment les mots sortent. Et en même temps, affichage libre, qu'est-ce qu'il y a? Une pub pour un nightclub, soirée mousse. Voilà ce qu'on considère dans le mot libre. Puis le reste, c'est aussi arraché qu'une affiche récupérée par Jacques Villeglé. Vous verrez que dans Google Street View, une des choses qui est difficile à... On ne peut pas s'en débarrasser. Quelquefois, je l'ai fait. La plupart du temps, je l'ai laissé. Ces lignes jaunes vous indiquent où peut aller la voiture, où est allée la voiture de Google Streetcar, et donc quelle direction vous pouvez prendre vous-même avec votre petit jouet de navigation. Vitry-le-François. Toujours dans cette idée étrange, là c'est un endroit important parce que c'est une bifurcation. D'un côté, ça va vers Saint-Dizier, de l'autre côté, justement, vers Nancy. Peut-être je me trompe, je ne sais plus la géographie. Au milieu, par contre, ce rond, qui sert simplement, vous voyez, on met la locomotive ici, on actionne le truc, et la locomotive fait demi-tour. Ces ronds à faire tourner les trains m'ont toujours enchanté. Une autre chose qu'on va retrouver tout du long, et que j'avais pas, et qui pour moi aussi fait que ces voyages sont devenus comme une loupe à voir les villes, c'est que le front de 14-18, le front de 70, le front de 1940, mais surtout tout l'effort de la Première Guerre mondiale a entraîné un surdimensionnement de ces voies. C'était ce qui reliait la capitale au front. Et ce surdimensionnement a conditionné tout le reste depuis lors. On verra aussi tout ça. Pour moi, l'interrogation sur la question d'habiter. Habiter quoi? Une fenêtre noire. Habiter quoi? Un grenier qu'on laisse s'aérer. Habiter quoi? Non, la maison est inhabitée. À Nancy, on a souvent connu des gens, des jeunes qui habitaient dans des garages. Ici, vous voyez, la porte a été fractionnée, la maison est squattée. Et cette petite allée, les lieux comme ça dans nos villes qui n'ont pas de nom. La gare de Vitry-le-François. Il y avait des gens qui travaillaient là-dedans. Des fois, on les voyait. Le matin, quand on passait l'hiver, les bureaux étaient allumés. On voyait ces silhouettes. Ça me frappait beaucoup. Quelqu'un qui attend, visage flouté par Google. Une fois, j'en ai vu une vieille dame qui s'était trompée parce qu'elle partait à Châlons, justement, c'est tout près, Châlons. Elle était venue pour un train qui était à 14h, mais non, ce jour-là, en semaine, le train était seulement à 17h. Elle a passé 3 heures comme ça à attendre sur le quai. Le lien entre paysage industriel et paysage naturel, c'est une région qui, parce qu'elle est vieille, a toujours été travaillée par l'homme et travaillée depuis, en tout cas le XVIIe siècle, par un réseau extrêmement dense de canaux, un réseau de canaux qui sont eux-mêmes une histoire. Regardez, ici on a mis une piste cyclable, tant mieux pour les cyclotouristes. En même temps, elle n'a rien à voir dans sa matière avec ceux qui, en face, ont créé ces petits décalages pour que se croisent les bateaux. Et puis tout en haut, en perspective, le silo. À la sortie de Vitry-le-François, c'est des usines.
Quand le train traverse ces usines, on a l'impression d'une ville, avec des rues qui se croisent, des allées comme ça, et la plupart, évidemment, il y a une usine d'évier, alors là, on a encore les piles d'évier de toutes les couleurs, et puis cette usine est morte aussi, et puis d'autres sont déjà fermées. Par contre, sur Google Street View, pas moyen. Vous voyez, on peut vaguement les contourner, on peut voir les bords extérieurs, mais c'est tout. Vitry-le-François. La façon dont on habite, comment on occupe l'espace, comment est-ce qu'on est guéri de la mise en coupe réglée de l'espace, et est-ce qu'on est guéri que la ville se hiérarchise à l'horizontale comme elle hiérarchise les gens verticalement. Ici, pour faire moderne, on a mis des couleurs, chacun sa maison, chacun sa porte, chacun son garage, chacun sa fenêtre. Et pourtant, vous aimeriez, vous, vivre dans ces blocs accolés 2 par 2 ? C'est beaucoup de questions sur l'architecture, tout le temps l'architecture. Là, la voie ferrée, elle est juste derrière le grillage. J'ai essayé avec Google Street View toujours d'approcher la voie au plus près sur ces 200 km. Le train, souvent, là, on se retrouve comme en train. Pourquoi ? Parce que dans cette petite angle de rue où ne passe jamais personne, cette maison livre son intimité. On a mis les draps à aérer sur les fenêtres, puis la boîte aux lettres, et puis la balancelle pour l'été, et puis une balançoire rouillée pour les enfants. Ces rues, vous voyez, quand le train passe, au fond, c'est ce qu'il peut y avoir de fantomatique à cette ville comme ça que plus personne n'habite. Pourtant, il y en a encore du travail, toujours cette beauté plastique des éléments mécaniques. Là où les gens travaillent, l'espace est différent. Ces petites cahutes, autrefois, il y en avait plein, une à chaque passage à niveau. Maintenant, évidemment, tout est automatisé. Quelquefois, elles deviennent comme des petites résidences secondaires. Vous voyez, des antennes télé, minuscules aussi. Forme industrielle. Ce point bleu, dans un rectangle noir, dans ces zones claires, et ces ouvertures toutes closes. Pourtant, la Google Car, c'est forcément en semaine qu'elle passe. Paysage ferroviaire, à travers les plaines, le train va droit, le plus droit possible. Là, on est à un endroit qui s'appelle Étrépy. E-T-R-E-P-Y. Là, on arrive à Pargny, des gens sur le pont. Quelle différence entre cette maison et celle-ci? Laquelle a copié l'autre? Google a pris la précaution de flouter même le numéro de la voiture. Ces passerelles, elles sont tout le temps sur la voie. Elles sont un petit peu les mêmes. On voit rarement des gens dessus. En même temps, le train est une saignée entre une part de la ville et l'autre. Souvent, une part un peu moins favorisée que l'autre. Habiter, rafistoler, pousser la maison jusqu'au petit mur qui vous est donné. Vivre avec le panneau déchetterie devant votre porte. Toutes ces petits bouts de signes qui font de notre monde comme ça un livre en permanence à lire. Quand le train passe devant ces silos qu'on voit ici, c'est très impressionnant. Par contre, Google Street View, pas moyen de l'approcher. Un petit peu. L'autre paradoxe, c'est que et la ligne jaune, que quel que soit l'autre paradoxe, c'est que la voiture est toujours près des choses. On ne peut pas prendre écart dans Google Street View, ce qui fait que dès que le changement d'échelle devient manifeste, et en même temps, qu'est-ce que c'est important sur ces silos? Qu'est-ce que c'est ces ouvertures? Je pense que c'est des suites de ventilation, avec ces grandes formes cylindriques, avec ces formes jaunes. Dans la même région, par exemple, une ville qui a confié à des artistes peintres de réaménager l'apparence des silos, et tout d'un coup tout change, mais pas de moyen de cadrage, sinon débrouillez-vous comme vous pouvez, puisque c'est bien trop grand pour le petit objectif de la Google Street Car. Mais en même temps,
même si la photographie est déformée, même si elle ne vous satisfait pas, au moins, vous pouvez y aller de votre chambre, vous pouvez y aller de votre ordinateur. Habitez et regardez comme la voiture de Google semble fuir à droite, ne pas voir ce qui se passe ici. En face, la maison, l'usine en face, la cheminée. Toujours ces silos. Cimetière militaire, complexe sportif, déchetterie avec un seul T dans cette version, zone industrielle, et on est dans l'avenue du Bois du Roi. Et c'est l'habitant unique de l'avenue du Bois du Roi, à supposer qu'elle soit des deux côtés de la voie. La gare de Pargny, ces gares qui maintenant deviennent elles-mêmes inutiles, les trains ne s'arrêtent pas, quelques Michelin de temps en temps, mais toute la géographie du pays a été reconditionnée par camions et voitures. C'est un des premiers endroits où on s'est arrêté parce qu'on avait vu que dans cette gare qui ne servait plus à rien, vous voyez les portes, au-dessus, les fenêtres avaient été... On y avait installé des doubles vitrages et les rideaux étaient propres. 2 vieilles personnes, à la retraite, nous ont accueillis, nous ont installés autour d'une table avec une toile cirée, du café. Il y avait un oiseau qui chantait sur la fenêtre, je me souviens. Il connaissait les heures des trains par cœur. Quand passe le train, on ne s'entend plus. La dame avait travaillé toute sa vie dans une usine de pierres à briquet. Je ne sais pas si aujourd'hui existe encore en France une usine de pierres à briquet. Cette photo n'a pas beaucoup d'importance, mais quand même, regardez la vitre noire, les effets de distorsion de Google, et puis peut-être quelqu'un est en train de souder à l'arc, et il y a une lampe, distorsion là aussi, des choses, le calendrier qu'on a mis à la vitre, ces vitres de verre dépoli, vous savez, dans une armature de fer, et puis il s'appelle Bailly, et moi, le dépaysement de Jean-Christophe Bailly, c'est un de mes outils les plus importants pour travailler sur ce genre de contenu. Salut Jean-Christophe Bailly. Impasse. Les voies droites. On arrive à Revigny, je crois. Et cette façon dont, cette disproportion des voies dont je vous parlais, à mesure qu'on approche comme ça des zones qui ont le plus souffert dans l'histoire. Au milieu aussi, ces objets SNCF, et toujours la même tour qu'on a déjà vue à Épinay ou à Châlons, je ne sais plus. Et puis cette espèce de poste d'aiguillage, très étroit pour être au milieu des voies, et avec ce truc en hauteur, petite soucoupe volante. Marcher, aller où? La gare est là, les pompiers, juste en face, une locomotive de manœuvre. La façon dont la voie se combine avec le paysage naturel et que parfois c'est le paysage naturel quand même qui gagne. Là, je cherchais à la sortie de Révigny. On la voit dans le film, je vais vous montrer aussi d'autres photographies, celle de Jérôme Schlomoff. Il y avait un grand panneau Meuse Métal. Et ce Meuse Métal résonnait pour moi comme un poème, comme de l'Apollinaire. Meuse Métal à fermer. Cherchez Meuse Métal même sur Google, il vous dira tout de suite, il vous mettra une petite truc rouge en vous donnant l'endroit où c'était, c'est pour ça que c'est facile à retrouver, et puis l'indication définitivement fermée. Et là, ce qui était poème, Meuse Métal, voilà ce que c'est devenu dans la fermeture, quand on le voit par l'arrière. Bon, les activités changent. Vivre dans des habitats mobiles, ça produit des activités. Se ravitailler, avoir à manger pas cher, ça produit du travail, ça produit de l'activité. On se déplace en voiture, il faut de l'essence. Là encore, une silhouette, la petite caisse. La personne qui est derrière, dans la petite cahute, va prendre le chèque. Cette maison, tout au loin, ces maisons-là, avec leurs 3 étages et leur forme comme ça en longueur, on en a vu tout du long.
C'était une architecture normalisée, SNCF, et celle-ci, totalement à l'écart de la ville, m'interloquait beaucoup depuis longtemps. Elle passait comme ça, toujours dans des effets de lande, de brume, très Charlotte Brontë, à mesure que le train passe à cet endroit-là très vite. Avec la voiture, on a décidé d'y aller. On a pris le chemin, on est allé, il y avait une usine électrique ici. Et comme cette maison pouvait servir à rien, croyez-le si vous voulez, on y a mis des grands handicapés moteurs. Avec la Google Streetcar, on ne peut pas approcher plus. Mais en même temps, je crois que ce mystère sous la ligne haute tension, son isolement, et puis le fait qu'elle serve toujours, sans doute à la même fonction, pour les mêmes gens, si c'est ça avec quoi nous, on avait à faire écriture, on avait à faire poème. Ces écluses, je ne sais pas si c'est celle-ci où on a frappé à la porte. Non, puisqu'on l'a filmée d'en face et la route était un petit peu surélevée. C'était juste à la sortie de Bar-le-Duc. Mais ces maisons d'écluses sont toutes exactement les mêmes. L'homme qui nous a ouvert et accepté qu'on parle avec lui s'occupait de 40 petites écluses identiques tout du long. Et il disposait même dans un abri d'un brise-glace, un bateau pour casser la glace du canal l'hiver. Maintenant, ces maisons, la plupart sont à l'abandon. Et juste là, pour les questions de service, on a fait ces petits abris métalliques qui sont comme des verrues. Moi, je leur pardonnerais bien d'avoir laissé revendu les maisons à des gens qui s'en servent pour leur loisir. Mais ce que je pardonne pas, c'est ces espèces de verrues multipliées. On en voit plein partout. Les noms, tous ces noms qui n'évoquent rien avant qu'on... Cette usine-là, qui fait du découpage et séchage de bois, avec très régulièrement sur la voie, on a ces espèces de fantômes, ces espèces d'épouvantails de magiciens d'Oz, complètement disproportionnés, mais avec une tête et des bras, des espèces de géants anthropomorphes, calmes, mais avec la fumée de leur petite usine. Dans le train, on est toujours forcément... On passe juste au pied. En voiture, on ne les approche pas. Qui a conçu cette cahute? Qui a choisi de la peinture verte pour faire cette espèce de flèche qui montre en haut le ciel? On était à Sermaize, je crois. C'est très curieux quand on s'y arrêtait, de la voie ferrée du passage à niveau, là encore un cimetière, là encore l'enterrement. Comme ils souffrent, nos villages, comme ils ferment nos villages. Pourtant, et lui, c'est un coiffeur ou quoi? Il y a des petits palmiers dans la vitrine et un bateau sur la mer bleue. Voilà l'écluse où on avait pu interroger notre éclusier. Vous voyez comme elles sont belles, leurs petites verrues mesquines. Pourquoi simplement pas avoir réutilisé ces maisons comme un petit geste dans le paysage? Les gens qui ont travaillé là l'ont fait depuis des générations, tout du long. Obad. Les zones commerciales près de Bar-le-Duc. Habiter, le fouillis de la cour. Travailler. Là, j'ai juste photographié ce portail parce que derrière, c'est un des endroits aussi, c'était une usine, comme ça, impossible de savoir ce qu'elle faisait. Des bâtiments mystérieux, mais avec toujours beaucoup de voitures, de camions, d'activités. Tout est gardé, tout est en ordre et tout ça. Mais quand on est par Google Streetcar et non pas en train, plus moyen de rien voir ni savoir. Ces petits cimetières tout du long, petits cimetières qui sont toujours à l'écart. Plus la ville est petite, plus le cimetière est petit. Naturellement, vous me direz. Une poésie de ces enclos au carré, cette géométrie aussi. Pourquoi les cimetières sont carrés? Mais les bâtiments aussi sont carrés, comme les poubelles qui ne sont pas vidées. Ça devait être drôle dans la tête de l'architecte qui a dit « Je vais leur faire un cube ». Et dans ce cube, il y aura quand même des verrières. Vous voyez, il a fait des petits balcons. Et les petits balcons sont fermés. Il doit y avoir une cloison au milieu de voisin à voisin. Il y a plusieurs appartements qui semblent fermés. Ce n'est plus habité. Mais d'autres
Ben, il y a le linge qui sèche, la porte est ouverte, là ça doit être une vieille personne. Et puis les caves. Vous y êtes allé vous balader dans les caves du cube en bleu de Bar-le-Duc, enfin de par là. Gare, hôtel-restaurant, chez Gaston. Et là, par contre, avec la Google Car, on peut passer, voyons, on en voit encore hôtel-restaurant de la gare. Il y en avait deux, puisqu'il y avait celui qui était chez Gaston, qui était à côté, et c'est encore habité, il y a des rideaux. Et là, on a reconverti ça en habitation principale. On a fait sa salle à manger dans l'ancienne salle du bistrot. Faire le bois, construire ses murs. Un jour, on mettra une petite grille. À Commercy, c'est une très longue usine qui s'appelle Tréfil Europe. Tréfil Europe, ce qui est impressionnant, c'est que quand le train arrive, on voit les zones les plus vieilles, l'ancienne maison du maître de forge, et l'usine s'est reconstruite, construite comme ça, tout en longueur, tout en longueur. C'est une tréfilerie, on fabrique des tubes et tuyaux. Et là encore, du train, on longe comme ça, comme si on était presque dans l'intérieur de l'usine. En voiture, on reste loin. J'ai beaucoup aimé par contre celle-ci. Là, on est dans une usine qui appartient à ArcelorMittal. C'est une fonderie. La même propriétaire qui a Florange et bien sûr Fos-sur-Mer ou Dunkerque. Peu importe qu'avec les distorsions du Google Street View, tout soit cassé. Vous voyez les voies ferrées. Là, on a gardé les pavés pour ralentir les voitures parce que passent des fois les locomotives. Et puis le type qui rentre chez lui en vélo, la roue du vélo, elle est ouverte en partie. Ça l'empêchera pas de rouler, c'est ça les miracles de Google Street View. Par contre, j'étais très touché, ému par ce panneau qui donne nombre de jours sans accident. Combien de fois dans toutes nos usines des années 80, je l'ai vu, ce panneau, à l'entrée. Nombre de jours sans accident. Ou alors, au contraire, nombre d'accidents du mois, des jours, de la semaine. Le surdimensionnement, ces machines qui vont toutes seules, roulent sans savoir où. Enfin, eux, ils le savent. Toujours près des gares. Comment les gares, autrefois, organisaient une espèce de circulation nodale, comme ça. Maintenant, évidemment, circulation close. Alors, bah oui, les photos pour Marine Le Pen. Et puis, je ne sais pas qui votera pour elle, sinon les gens qui habitent dans ces chambres sans toit. Le relais de la gare. Ici et là. En train, souvent, on voit aussi les casses. J'aime beaucoup regarder les casses. On voit du vieux matériel, des vieilles bagnoles. Plus difficile en voiture. Elles sont toujours à l'écart au bout de chemin. Il faut vraiment être volontaire pour y aller. Puis il y a des chiens pour protéger et tout ça. C'est rare qu'on puisse les voir avec Google Street View. Mais on voit ça. Ce jeu d'escalier, ce jeu de verrière. Ceux qui ont conçu cette charpente avec ses asymétries. Les maisons biscornues, l'asymétrie des maisons, ces grands volumes de murs sans fenêtres, la parcimonie ici des fenêtres. Et dans la distorsion de Google Street View, cette fenêtre penche vers la gauche, celle-ci penche vers la droite, celles-ci sont à peu près droites. Les voitures montent, d'autres descendent. Qu'est-ce que ça peut faire? La vérité de notre monde, c'est un petit peu comme les rêves qu'on recombine nous-mêmes, tout simplement, qui refabriquons un monde à la perpendiculaire, là où toute la réalité est aussi foutraque que ça. Quelquefois des belles choses. Qu'est-ce qu'on en fait? Une maison de retraite, vous pensez? Un petit jardin avec la serre et les salades. Une des rares photos sur Google Street View, tout d'un coup, un train passait. Comme moi, je passais à cet endroit-là, dans un train pas pareil, puisqu'ici c'est un train de marchandises. On voit les wagons. Mais c'est rare ces conjonctions de temps. C'est rare. L'inconvénient ou le paradoxe de Google Street Car, c'est que
vous ne voyagez dans des endroits qu'à partir du temps précis où traversait ce lieu la voiture de Google Streetcar. Est-ce que c'est ça aussi, habiter? Maison jointive, maison non jointive, part commune de la terre. Bien sûr, il y a des grillages, mais je pense que par-dessus les grillages, on s'échange beaucoup de choses. Le linge qui sèche, les couleurs, et puis toujours au milieu, ce qui ne sert pas, qui ne participe pas de l'utile, les fleurs, tout simplement. Heureusement qu'il nous reste des jardins. Celui-ci, c'est Loxéville. J'ai eu du mal à le retrouver. D'abord, on a eu du mal aussi à le visualiser en train, parce que le train passe très vite, il ne s'arrête pas à Loxéville. Et puis, sur la voie, quand même, en plus, ça nous perturbait pour retrouver où ils étaient. Dans toute cette région, on a 4 ou 5 trucs comme ça, impossible de savoir ce que ça pouvait être. En fait, c'est que, juste au moment de la ligne Maginot, en 1938, on a construit comme ça, en béton, des espèces d'ogives, où à l'intérieur on peut tenir à 3 bonshommes, mais c'est extrêmement épais, et puis il y a des petites meurtrières pour regarder dehors. C'était censé défendre les gens qui travaillaient là en cas d'agression ennemie. En fait, c'est un petit peu comme le balcon en forêt de Julien Gracq. Ils n'ont jamais servi, et quand le désastre est arrivé, ces machins-là n'ont servi à strictement rien, mais ils sont restés là, tout moussus, comme des belles sculptures, mais des sculptures creuses. Dans le film, on a rencontré un homme qui avait passé toute sa vie ici, et qui, en face, là, sur la gare, il y a un arrêt de bus pour les enfants qui partent au collège le matin, ils viennent attendre là. Là, c'était ses poules et ses pigeons, au brave homme. Apparemment, c'est fini, ça aussi. Et là où est le silo, il nous avait montré la carte postale de l'auberge que tenait sa grand-mère. Il a toujours vécu à cet endroit-là. J'aime beaucoup quand l'architecture industrielle, exprès ou pas exprès, même avec les petits pigeons sur le haut, parce qu'il y a du blé là-dedans, donc ils ont de quoi manger tant qu'ils veulent, devient comme ça aussi pagode chinoise, en tout cas immémoriale. On n'est pas dans l'utilitaire. Ici non plus, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut bien en faire de ce truc? Il y a des bureaux, vous croyez? Apparemment, puisqu'il y a des fenêtres ouvertes. Et que ça doit servir à la boîte de chantier. Mais enfin, quand même, comme local de bureau, ils ne sont pas très aidés. On arrive à Sorcy. Sorcy, c'était... Quand le train passe, c'est merveilleux parce que c'est des fours à chaud. Et la chaux, il y en a partout, même sous les rails, ça rend hydrofuge. Ça donne la souplesse aux rails de TGV. Il y en a dans le papier. Dans les livres, il y a 4% de chaux parce que c'est ce qui permet au papier de devenir hydrofuge. Et donc aux petites gouttelettes d'encre des machines à imprimer qui sont extrêmement rapides, de ne pas rentrer dans le papier, mais de sécher juste à la surface. La chaux, il y en a partout. Elle est faite ici. Et tout d'un coup, ça devient un univers extrêmement blanc. C'est une merveilleuse séquence dans le film que la rencontre de ces hommes vivant comme ça dans un univers blanc, 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 blanc. On a tourné toute une journée, il en reste 3 ou 4 minutes dans le film, mais les voitures, elles, s'éloignent. Alors qu'en train, qu'est-ce que c'était? Cette progression était un des plus beaux mystères des 3 heures de voyage. C'est le mystère de la Google Car. Vous voyez, le gars, il s'est arrêté ici, et puis il a fait demi-tour, il est reparti. Il n'y a plus la bande jaune. Et pourtant, il aurait pu continuer. Vous voyez, c'est pas interdit. Il y a la route qui continue, qui va. Il aurait pu aller jusqu'à l'endroit où les camions chargent le blanc. Et il a eu la flemme. Pourquoi ça l'aurait intéressé? On l'aperçoit de loin, l'usine. On ne peut pas imaginer l'échelle que les trains qui passent là-dessous. Vous voyez, ils sont juste comme des toutes petites choses misérables qui se glissent comme ça. Et la montagne qu'elle ronge derrière, une montagne de gypse, je suppose, pour en extraire la chaux. Là, c'était une belle histoire. Juste à côté de Sorcy, il y a un tunnel. Une fois, on est allé dans cette gare et il y a un gars qui travaille ici, dans ce bureau. Il nous a reçus très gentiment. Il a un aiguillage. Je ne sais pas si vous connaissez
Il y a des récits pour moi emblématiques. L'embranchement de Mugby de Charles Dickens. Et le récit que Franz Kafka dérive probablement, tellement il vénérait Dickens, qui s'appelle Souvenir du chemin de fer de Calda. Eh bien, cet homme qui travaillait ici, il n'avait que 2 fois par jour à actionner l'aiguillage. Et en même temps, évidemment, on lui donnait des paperasses à faire, il faisait des calculs, des contrôles, je ne sais pas quoi. Par contre, il avait une habitude, à chaque fois qu'un train de voyageurs passait, parce que c'est la grande ligne, il sortait devant sa porte, prenait une cigarette, regardait le train. Et nous avait donné, à la fin, une carte de visite avec son nom et son téléphone, où il avait recopié juste sur un petit papier. Un autre jour, plus tard, notre train passait vite comme ça, je l'ai aperçu, qui était là. J'avais le petit papier juste devant moi, dans le dossier où je gardais tout notre film en préparation. J'ai ouvert la fenêtre du train et j'ai lancé le papier. Je suis sûr qu'il allait le ramasser. Et en pensant, qu'est-ce qu'un papier de hasard, un voyageur inconnu. Et j'ai toujours, après, imaginé sa tête ramassant ce papier lancé par une main anonyme du train, le dépliant et trouvant sa propre écriture avec son propre numéro de téléphone. Malheureusement, j'ai pas eu de nouvelles. C'est ça, lui, il travaille dans ce bureau-là, sur la droite. Un sculpteur, on lui a demandé de faire cette étonnante œuvre avec ce parapluie. Est-ce que le parapluie fait partie de l'œuvre? Oui, parce qu'il est en zinc, comme ça. J'ai pas l'explication. Je me suis toujours promis qu'un jour, je retournerai là pour savoir qu'est-ce qu'il y a décrit sur la petite plaque bleue. Qui est-ce qui l'a fait, cette sculpture? Voilà le tunnel près de la gare de Pagny. On arrive à Fougue. Quand le train passe, on voyait ce côté-là de la façade. Je vous mets même une vieille image d'archive, la même vue qu'on voyait du train avec le passage à niveau, mais au tout début du XXe siècle. Ça remonte à loin, ces choses-là. Et souvent, il y avait une mobilette. Avec Jérôme Schlomoff, on rigolait. Est-ce que la mobilette sera garée à gauche ou à droite de la porte? Est-ce que par hasard, la mobilette ne serait pas? Donc pour moi, venir sur la place de Fougue, c'était extrêmement important. Et on a découvert, ce qu'on ne voyait pas du train, que derrière l'hôtel-restaurant, bar-tabac, on y a mangé, et on peut dormir dans les chambres. Ça, on n'a pas tenté l'expérience. Il y a une ancienne salle de spectacle. Et vous voyez comme on avait composé dans les années 50, comme ça, ce fronton avec ses 3 hublots, avec sa double porte. Bon, maintenant, c'est un petit peu décati, mais dans le film, on était entré, et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une magnifique ancienne salle, avec son estrade, avec ses boiseries, avec ses chaises, avec ses guirlandes qui restent, puisqu'elle sert encore pour les banquets et les fêtes. Cette idée de la fête qui peut rester dans un endroit, on n'intéresse plus personne. Et le patron du bistrot, à l'époque, il y avait un fronton, Café Lorrain, L-A-U-R-A-I-N. Mais le patron de chez Lorrain, maintenant, vit dans cette maison. J'ai gardé cette photo qui n'a pas d'intérêt dans le Google Streetcar, juste parce qu'on est entré par cette porte. On a passé l'après-midi avec ce monsieur qui nous a raconté l'histoire de la place et de la ville de Fougue. La prison, c'est la prison d'Écrouves, centre de détention d'Écrouves. Et croyez que ça marche. D'ailleurs, quand on a fait la photo, on a rendu la voiture à la gare de location, à la gare de l'Est, le soir à 10h, et les flics nous attendaient, parce qu'avec le numéro d'immatriculation, on pensait qu'on préparait je sais quel coup. C'est pas rien, la centrale d'Écrouves. Pourquoi, sur ces choses-là, faire une forme, un mirador aussi anthropomorphe? Seulement pour le petit escalier en spirale qu'on devine dans le gros tube en béton, et puis les postes comme ça, avec orientés là. Mais non, puisqu'il y a des yeux, un nez, une bouche. Et juste à côté, il y a la boîte de nuit. Et la boîte de nuit, c'est appelé bien sûr l'évasion. Mais l'évasion, ils ont dû avoir pas mal d'ennuis, parce que regardez le mur en béton, avec ses fresques et ses tags. Et en plus, le quartier s'appelle La Justice. Mais le quartier La Justice, il est là-bas de l'autre côté. Là, on tourne le dos à la prison, elle est dans notre dos quand on regarde. Et franchement, quand vous voyez ce mur, je ne sais pas si vraiment on peut tenter une évasion depuis la boîte de nuit bleue et rouge. Quand on arrive à Toul, il y a cette grande maison juste en surplomb de la voie. Là, on doit être au moins à 10 mètres au-dessus du train. J'avais
pensé qu'avec la Google Car, cette grande maison révélerait un petit peu quelque chose, un petit peu l'ambiance du Grand Moon de Marcel Proust. Non, c'est plus banal que ça. Par contre, en face, les mots pomme d'amour associés à ce bâtiment tellement étrange. Et nous, quand le train s'arrêtait avec Schlomhoff, on s'asseyait toujours dans le même wagon. Donc notre wagon s'arrêtait toujours à l'arrêt de Toul, ici, pile devant cette maison qui est une pizzeria. Avec la voiture, là, j'ai pu redescendre la petite rue jusqu'à la pizzeria. Avant, c'était restaurant pizzeria, il y avait même marqué que pizzeria quand le train était arrêté, juste ici, devant, sur la voie. Maintenant, c'est pizzeria Tex-Mex. À Toul, une pizzeria Tex-Mex, ça incite à la curiosité, non? Le cimetière de Toul, il est étrange parce que il est des deux côtés de la voie. Vous voyez, la ville, on est loin de la ville, voilà, la cathédrale. C'est-à-dire qu'on voit toutes les villes sans rien voir de leurs appareils les plus symboliques, en l'occurrence là, la cathédrale. Étrange aussi parce qu'il y a une partie militaire qui est par là, on va voir les drapeaux. Et de l'autre côté de la voie, c'est le cimetière juif, avec lui aussi son enclos, des tombes en désordre. Mais ce qui est très étonnant, c'est que dans la suite de ces maisons qui continuent comme ça, les tombes se propagent comme ça. C'est la communauté juive, les communautés juives dans chaque ville de cette région ont été extrêmement, très nombreuses, très importantes, ont extrêmement souffert de la déportation. Évidemment, il y a des plaques, des monuments partout, mais ces cimetières sont une sorte de témoignage qui perdure. Et alors qu'ils s'étendaient sur beaucoup plus long, les maisons sont quand même venues occuper le terrain. Et cette espèce d'opposition entre le cimetière sage d'un côté et le cimetière aux tombes folles de l'autre, c'était un moment troublant, tout simplement. Vous voyez les tombes militaires de l'autre côté avec leur drapeau bleu, blanc, rouge, et puis ce désordre et ce calme en même temps du petit cimetière juif où on n'a jamais vu personne. Mais quand il sort des silhouettes comme ça devant un cimetière et que Google les floute, qui vous croyez? Vous croyez que c'est des fantômes? La distorsion même des photos de Google Street View. De temps en temps, des gens surpris dans leur quotidien. Évidemment, il n'est pas reconnaissable, mais la façon d'organiser sa porte de garage, la façon de se déplacer, la façon dont on met les épaules, le menton, les cheveux gris, la façon dont on avance, qu'on regarde, est-ce que ce n'est pas malgré tout un portrait, et non pas un procès, un portrait merveilleux? De temps en temps, Google Street View laisse échapper de purs miracles plastiques. C'est quand l'homme traverse son paysage. Usine morte, le débarras en cours, on jette. La beauté des camions, ça vous me pardonnez d'en faire aussi le relevé. À l'époque, il y a 5-6 ans, on avait beaucoup protesté contre cette publicité. Regardez, French is beautiful, et c'est une marque de cuisine, Cuisinella, et l'idée de la cuisine, c'est une fille qui est allongée sur une table, et puis le gars qui lui verse de l'huile à frire dessus, et ces cuisines étaient en solde. Il n'y avait rien de plus sexiste. Maintenant, évidemment, ces publicités, elles n'ont pas fait long feu, c'était un beau scandale. Mais justement, par Google Street View, celle-ci reste à jamais dans le paysage, juste en dessous les voies. Parce que la voiture Google est passée une fois, elle ne repassera pas. Et en même temps, pôle commercial Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si c'est la pauvre Jeanne d'Arc, elle méritait ni le pôle commercial, ni de devenir l'emblème de Cuisinella. Dans cette zone, il y a énormément d'eau. On navigue entre rivières et canaux, et puis il y a des sablières, des endroits où on extrait comme ça des matériaux. Les voitures n'y ont pas accès. De temps en temps, on voit juste comme ça les chemins et les machines qui rejoignent ce qu'on traverse dans le train comme encore un autre monde. Quand on traversait ce vieux pont, un petit peu tremblant avec ses vieilles armatures de ferraille, ici il y avait toujours, peut-être là, par là,
Un pêcheur à la ligne, avec Shlomo 11. Ouais. Alors, il y sera notre pêcheur, il y sera, et toujours le pêcheur y était. Vous voyez comme le paysage en même temps peut être beau dans ces régions-là, malgré les usines, malgré les guerres. La séparation de l'Église et de l'État, ah oui, elle est ici, là, dans ce petit passage derrière. Ces écluses, c'est un endroit où il passe énormément de péniches. C'est pas réservé aux loisirs, hein. C'est vraiment une fonction de transport de minerais. Il y a toutes les mines dessous. Et cette écluse, avec, il y avait un côté futuriste, hein, un côté comme ça lié à cette économie, comme ça, à cette prouesse économique et la promesse de comment ce réseau fluvial, ce réseau de canaux témoignait d'une prospérité. Évidemment, la prospérité est partie. La cabine, je ne sais pas si elle sert encore, mais il y a forcément quelqu'un qui travaille puisqu'il s'occupe des fleurs. Là, la voiture Google avait strictement rien à faire à venir. Je crois que simplement le gars, il était curieux de dire qu'est-ce que c'est si je viens jusqu'à cet endroit, sur le barrage. Et c'est rare d'avoir comme ça des positions de verticalité, de surplomb. Paysage naturel. Mais ce lac n'a rien de naturel. Vous voyez, c'est un étang qui a été creusé comme ça, tout droit. Et on dirait que les pédalos ont exactement la même forme rectangulaire que cet étang. Vous croyez que ça vous en fait du rêve quand vous partez, quand vous louez un pédalo pour aller jusque là-bas? Moi, ça m'a fait rêver de m'arrêter là. On arrive à la conserverie de Liverdun. Quand on passait, on avait l'impression d'un bateau. Et ce bateau, on voyait les gens qui travaillaient. On voyait les gens en blouse blanche dans des grandes salles, nickel, propres, très bien éclairées. Et puis, petit à petit, ça s'est éteint. Petit à petit, c'était fini. Le bateau s'était endormi. Maintenant, le bateau n'a pas été démoli. Regardez sa jonction, comme la jonction de la pointe et de la voie ferrée était travaillée. C'est-à-dire que ce bateau n'était destiné à être vu que des trains qui passaient, et non pas des gens qui éventuellement passaient sur la route ou autour. L'histoire, c'est que le fils du fondateur de cette conserverie rêvait de partir sur la mer, rêvait d'être capitaine. Son père l'a forcé à rester avec lui, à reprendre l'usine. Alors c'est lui qui a construit l'usine, mais l'a construite comme ce bateau qu'il n'avait jamais eu. Et le paradoxe, dans ce décor de l'Hiverdin, on voit encore le petit château, l'Hiverdin, vous savez, on a plein de... le suffixe din, D-U-N, et dans toutes les régions en France, c'est un mot qui vient du celte, ça veut dire éminence, ou éminence fortifiée, et celui de l'Hiverdin, il est resté ici d'un passé si lointain, avec les maisons qui s'étagent comme ça sur la petite colline. Et puis cette usine bateau qui s'est installée en bas, elle sert à quoi aujourd'hui? C'est le club d'aviron qui a récupéré le parking. C'est quand même un petit signe, non? Regardez comme l'architecture industrielle, sans faire de chiquet, peut être naturellement belle. Je pense à mon grand maître Simondon, qui n'avait rien d'un maître, mais pour cette grande dette qu'on a tout simplement au livre de Gilbert Simondon. La ponctuation verticale des fenêtres, cette ponctuation juste striée sur le toit plat, le jeu des vitres, les alternances de vitres sombres, avec celles avec des portes et celles qui n'ont pas de porte, la ligne des hublots. Et puis à côté la ville, endroit pour le sport, table pour le pique-nique. Je ne sais pas si jamais quelqu'un est venu pique-niquer là. C'est la seule exception que je ferai en prenant une photo aérienne de Google Earth. Là, on voit bien la forme bateau et la pointe qui s'est dirigée comme ça vers le train. Et les rues à côté, comme si la ruine d'une usine entraînait la ruine de ce qui l'entoure, les deux silhouettes ici. Comme si l'esthétique aussi du camion participait d'un temps arrêté. C'est un vieux J7 Peugeot, mais regardez comme il a été rafistolé. Et comment la distorsion même de Google Street View semble rehausser ce qu'il a de sortie du temps. Ici, au Vieux Moulin, on était entré aussi. C'est le patron qu'on voit dans le film, un jeune gars
qui, dans son enfance, avait connu, ils allaient ramasser les fruits tombés des camions, les quetchs et tout ça qui servait les abricots qui venaient du sud, qui servaient à la conserverie. Ben, maintenant, son petit bistrot, il tient quand même. Lieu de convivialité, une terrasse. En face, c'est un petit peu moins. Le rôle des drapeaux bleu, blanc, rouge, c'est jamais très rassurant. Il va bien avec ce rideau blanc accroché, cette palissade blanche accrochée ici. Et puis, le chien qu'on promène. Grande rue, sens interdit. Grande rue, sens interdit. L'art de mettre des bancs. Il servira à qui, le banc? Gare de l'Hiverda. Attendre à l'Hiverda. On aperçoit la Google Streetcar. Elles sont déshumanisées, des fois j'entends ça. Qu'est-ce que c'est idiot? Non, c'est notre humanité qui est comme ça. La preuve, c'est qu'elle elle pousse, elle s'accroche. Mais celui qui a dessiné cette école, lui aussi, il a repris comme de l'usine les petits hublots ronds. Et puis, lui aussi s'est attaché à mettre un rythme de couleur pour chaque porte. Et les gamins, ils ont la cour pour jouer quand même. Et l'enfance, elle est toujours pareille. Mais je ne sais pas si on serait capable de ça. Regardez comment l'industrie reprenait les symboles de la vieille architecture. La sculpture, les pilastres, la forme symbolique de la porte pour entrer dans l'atelier. Alors évidemment, cet atelier, maintenant, les vitres sont brisées. On n'est plus dans la conserverie ici. On est chez Saint-Gobain, Pont-à-Mousson. Pam, ça fait. C'est rigolo. Et regardez, parce que tout d'un coup, on est chez Saint-Gobain, là, la voiture Google, on la voit en reflet. Un petit signe aussi, ça. J'aime beaucoup quand on se promène comme ça, quand on voyage par Google Street, on vient pousser avec son petit bonhomme sur la vue aérienne pour savoir quelles rues nous permettent d'approcher les endroits qui nous intéressent. S'allument comme ça des petits chemins bleus, et quelquefois dans ces petits chemins bleus, on repère qu'à tel angle, tout ça, là peut-être il y aura un petit angle de vue. Ça ne marche pas à tous les coups, mais voyager par Google Street View, c'est un art qu'on est quelques-uns à connaître, n'est-ce pas, Olivier Odazava? Et quelquefois, on arrive à saisir comme ça une petite bribe d'intimité. Cette dame, à sa porte, a le regard accroché par cette espèce de voiture bizarre qui passe devant chez elle avec ses instruments tournants. Cimetière encore. Pourquoi l'architecture des poubelles s'est-elle faite aussi architecture funéraire alors qu'elle est hors du territoire des morts? Le lien de la voie à la ville, la traversée, le stade, les jeux. Propriété privée défense d'entrée, mais il y a quoi comme propriété? Sinon, ce truc en béton. On voit souvent marqué BNP Real Estate. C'est la banque qui souvent est propriétaire de ces endroits-là. Ah si, des usines prospères. Regardez celle-ci, tellement elle est prospère, elle a mis tous les drapeaux, le drapeau européen, le drapeau français, là ça doit être le drapeau italien, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fabrique là-dedans pour que ce soit si prospère? Sopalin, papier hygiénique, délit papier, fabriquer du PQ, tout ira bien pour l'avenir. Tandis que là, c'est moins évident. Et pourtant, il a bien fallu quelqu'un qui les dessine, ces escaliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escaliers. Escaliers à profusion. Bleu, blanc, rouge. Ça, voilà, paysage du train. Tellement commun dans la merveille du train et qu'on cache aux voitures maintenant que on a la pudeur de ces choses-là. Et puis de temps en temps, on les attrape quand même. Retour à l'usine, excusez-moi, c'était pas bien classé. On est à Pompée, ici. Là aussi, il y avait des grandes aciéries. Un des rares endroits où l'usine fait la jonction avec la voie ferrée, mais nous laisse passer au milieu. On passe dessous, plus exactement. Curiosité des Google Cars, ils ont une contrainte, c'est que
Il leur faut être extrêmement précis sur les stations-service, pour les GPS et tout ça, pour les gens qui se réveillent dans les parkings et qui cherchent à savoir où est la sortie. Donc, bizarrement, alors qu'ils n'explorent pas les endroits a priori éloignés des routes, dès lors qu'on a une station ou un truc comme ça, on les voit qui vont dans tous les coins et recoins. Au début, j'ai pensé simplement que le gars avait un problème de besoin naturel. Non, c'est une consigne qu'il aurait donnée. Alors, vue arrière sur autre perspective monde. Centrale électrique, là, ça va bien, mais quel bel objet. Et vous voyez, même architecture encore maquette, mais là, ça veut dire que l'objet industriel est assumé comme tel. Usine à tuyaux, rare réussite plastique. Est-ce que parce que les empilements de tuyaux sont formidablement beaux, qu'ils ont voulu que leur barrière soit belle aussi? On est vers Pont-à-Mousson, c'est un tout petit peu écarté de la ligne de Nancy, mais pour moi c'est toujours les mêmes endroits qu'on traverse tout le temps. Pont-à-Mousson, il y avait un beau festival de théâtre, on y est allé aussi. C'est lié pour moi à Nancy. Regardez le slogan de Saint-Gobain, 350 raisons de croire en l'avenir. Dans Rabelais, vous savez, il y a un philosophe qui s'appelle Trouillogan, et Panurge lui répond comme ça, un truc comme ça, et Trouillogan répond 350 raisons de croire en l'avenir. Comptez-les, et ce serait bien d'avoir le gars de Saint-Gobain, 350 raisons de croire en l'avenir. Allez, une par une, et vous nous les dites toutes. Silo. On ne trouvera jamais en France la majesté des silos du Québec, ceux de Montréal ou de Québec même, mais ça fait rien. Petit bout des aciéries encore, toujours l'éloignement, toujours l'impossible, et aussi un archétype. Une silhouette qui marche seule en s'éloignant, avec la route, la voie, l'horizon, les pylônes. J'aime bien ces cartes postales. Est-ce que ces cartes postales nous touchent justement parce qu'elles nous représentent un petit peu nous-mêmes aussi? Cette photo n'a rien à voir. C'était à cause du nom Aubert que je l'avais mise dans ce truc. On est à Frouard. Mais si je ne m'étais pas arrêté pour cette zone commerciale banale, j'aurais pas vu ça. Ville Internet. Et en même temps, regardez ce qui symbolise Internet, carré vide. Autrefois, vous voyez, marché dominical, même les trucs, messe dominicale. À l'entrée des villes, on disait à quel moment et quelles étaient les heures des messes. Peut-être ça y est encore, d'ailleurs, Google a même tenté de flouter un petit peu ça. Mais ville Internet, pourquoi Frouard, ville Internet? Il suffit de regarder, Tatou, la route droite, ville Internet, probablement encore allégorie de nous-mêmes. Ici s'arrête mon voyage. On est à Champignol. Vous voyez ces grandes citernes, ça fabrique de la bière. Autrefois, Champignol, c'était une marque de bière un petit peu connue. Maintenant, quand on s'y arrête et qu'on demande, il y a un petit musée, d'ailleurs, représente l'entreprise. Il fabrique 36 ou 50 marques de bière. C'est-à-dire que c'est 64 Heineken et tous ces machins-là. Quand vous allez dans les supermarchés, comptez le nombre de marques de bière. Mais la plupart, c'est simplement des combinaisons et des mélanges faits avec les différentes bonbonnes de cette usine-là, qui est la principale en France, mais qui est une usine toute marque, en quelque sorte. Avant, ça s'appelait Bar de l'Est. Et pour moi, c'était un petit peu aussi ce qui symbolisait l'arrivée du voyage. À un moment donné, il y avait cette grande maison isolée, Bar de l'Est. Et le mot Est, pour moi qui suis d'Ouest, tout ce qu'il signifiait. À un moment donné, ils ont dit non, on va l'appeler Saint-Arnoux, ça fera mieux. Ça n'a pas empêché la mort. Regardez, tout est condamné, fermé. Mais en même temps, il y avait cette barrière, comme ça, juste à côté des grandes bonbonnes de Champignol. Là, il n'y a pas vu de gens qui attendent, mais une mobilette garée. On a passé beaucoup de temps à filmer sur cette passerelle. On est resté toute une matinée. Je ne sais même pas si on peut rester la journée. Et s'installer comme ça dans un lieu de présence. Et dans un lieu de présence, essayer de comprendre dans la temporalité de toute une journée qu'est-ce qui fabrique, qu'est-ce qui incarne comme ça, présence. Cette géométrie des murs, ce tag. Mais c'est fermé. Bar de l'Est. Un train qui passe par hasard au moment où la Google Street. Ah, j'avais gardé celle-là, mais je croyais que je l'avais effacée. Et Google Street View, il faut toujours que ce soit quelque chose de normalisé, donc ça passe tout. Les Google Cars, il fait toujours à peu près beau, et on est toujours au milieu de la journée, du moins un peu plus vers le matin, un peu plus vers le soir, mais en tout cas on s'y reconnaît. L'autre jour, je faisais
un voyage Google Street View sur les traces de Lovecraft dans le Vermont, à Brattleboro. Et à Brattleboro, la Google Streetcar avait pris un certain nombre de routes de nuit. Croyez que ça me renseignait, la Google Streetcar qui passe de nuit. Là, elle a traversé cette route, je crois qu'on est de retour vers Bar-le-Duc, par un jour de neige. En quoi les repères de la neige peuvent vous aider à vous guider en temps normal? Allez, c'est beaucoup trop long, mon voyage. Ça fait rien, c'est un film. C'est un petit peu en dehors des habitudes. Et qu'est-ce que ça compte pour moi, tout ça? À 15 ans d'intervalle. Le mystère qu'a voyagé comme ça, refaire le voyage par Google Street View, rien n'est oublié. On connaît tout par cœur, on a tout gardé. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a fait sinon de le voir de loin, de le voir depuis le train? Qu'est-ce qui pourrait être la définition d'un pays sinon qu'on s'y reconnaît soi-même? The end.